Bonjour et bienvenue. Nous allons aujourd'hui faire une analyse de l'actualité internationale pour la semaine du 5 novembre 2025. On se penche sur une situation mondiale assez complexe, avec un accent mis sur les tensions qui persistent en Europe de l'Est. Exactement. Et notre discussion, elle va s'appuyer sur une compilation de sources d'informations, de renseignements assez variés. Oui, pour essayer d'y voir plus clair. C'est ça. La semaine passée a vu se poursuivre et même s'intensifier certaines dynamiques clés. On parle d'une guerre d'attrition sur le terrain, bien sûr, mais aussi de manœuvres diplomatiques, économiques, Avec des enjeux importants. très importants. Et puis il y a cette adaptation constante des stratégies militaires sécuritaires. On va essayer de décrypter tout ça de manière, disons, factuelle et posée. Précisons aussi que cette exploration approfondie est soutenue par ProWave AI. Et l'analyse elle-même, c'est une capacité qui est offerte par Stylo News, l'application d'information basée sur l'intelligence artificielle. Mhm. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. L'évolution récente du conflit russo-ukrainien, les frappes russes sur les infrastructures, ça semble s'être intensifié. Absolument. Fin octobre et début novembre, ça a été marqué par une intensification de ces frappes russes. Elles ciblent très spécifiquement les infrastructures énergétiques ukrainiennes. D'accord. Où ça, principalement? Alors, on a vu des impacts dans l'Est, Soumy, Tcherniviv, Kharkiv aussi, mais également dans l'Ouest. Par exemple, il y a eu un incendie qui a endommagé la centrale thermique de Dobrodvorskaya, c'est près de Lviv. L'objectif semble assez clair, non? Ben oui, dégrader la capacité de l'Ukraine à maintenir son réseau électrique fonctionnel, surtout à l'approche de l'hiver, évidemment. Et l'impact humain de tout ça? Les sources parlent de victimes civiles. Oui, malheureusement. Des rapports font état d'au moins 6 morts, dont 2 enfants. Ça, c'était suite à des frappes les 2 et 3 novembre dans les régions de Dnipropetrovski, Odessa, Zaporizhia aussi. Et ce n'est pas la première fois récemment? Non, d'autres victimes avaient été signalées fin octobre à Kherson et Kirovograd. Alors, il faut noter, la Russie dément officiellement viser des cibles civiles. Elle affirme que ces frappes visent des installations énergétiques qui soutiennent l'effort de guerre ukrainien. D'accord. Face à ça, quelle a été la réponse de l'Ukraine? L'Ukraine a mené des actions de riposte plutôt ciblées, stratégiques. On note en particulier une frappe, c'était le 26 octobre, contre le barrage réservoir de Belgorod en Russie. Ah oui, Et quelles conséquences? apparemment ça aurait provoqué des inondations. Et donc ça a perturbé la logistique de plusieurs brigades russes qui sont positionnées près de Vovchansk. Mhm. Et plus récemment, le 3 novembre, des drones ukrainiens ont frappé le port pétrolier russe de Tuapse sur la mer Noire. Là, ils ont endommagé un pétrolier et un terminal. Ce qui montre une volonté de porter le conflit sur le territoire russe. Exactement. Toucher des points névralgiques. Pendant ce temps, sur la ligne de front elle-même, quelle est la situation? On entend parler de gains russes, lents mais constants. C'est exact. En octobre, les forces russes ont continué leur progression graduelle dans la région de Donetsk. On parle d'environ 461 km² gagnés, selon les estimations. Et un point chaud en particulier. Oui, la pression reste très forte sur la ville de Pokrovsk. C'est un objectif stratégique majeur pour les Russes. Et début novembre, la Russie a aussi affirmé avoir infligé des pertes importantes aux forces ukrainiennes près de Krasnoarmievsk. Vous mentionnez Pokrovsk. Des sources évoquent une situation difficile pour l'Ukraine là-bas en termes d'effectifs, c'est ça? Oui, c'est un point critique qui est soulevé par plusieurs analyses, y compris occidentales. Près de Pokrovsk, certains experts rapportent un déséquilibre numérique très défavorable à l'Ukraine. À quel point? Parfois jusqu'à 8 soldats russes pour un Ukrainien. C'est énorme. Cette crise des effectifs, elle est liée aux difficultés de recrutement, à l'âge moyen des conscrits qui augmente, et puis à l'exode d'une partie de la population. C'est un défi majeur pour Kiev. Oui, pour tenir les lignes sur la durée. Le président Zelensky l'a d'ailleurs reconnu publiquement, ce problème. Dans ce contexte d'affrontements intenses, on a aussi parlé d'armements spécifiques utilisés. Qu'en est-il exactement? Alors, 2 points à retenir. D'une part, l'Ukraine a confirmé que la Russie avait utilisé à 23 reprises le missile de croisière Novator 9M729. Ce nom me dit quelque chose. C'est lié au traité INF? Tout à fait. C'est significatif parce que le développement de ce missile, c'était la raison invoquée par les États-Unis pour se retirer du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, l'INF, en 2019. Ils disaient qu'il violait les termes du traité. D'accord. Et le deuxième point? Le deuxième point, ce sont des rapports qui font état de l'utilisation possible d'armes chimiques par la Russie près de Russignyar. Des armes chimiques. Oui, même si apparemment leurs effets auraient été limités par les forces ukrainiennes. Bon, ce sont des allégations très graves, mais elles restent à confirmer de manière indépendante. Bien sûr. Passons maintenant aux aspects économiques, aux sanctions.
Il y a eu de nouvelles mesures récemment? Oui, l'administration américaine du président Trump, pour son second mandat, a annoncé ses premières nouvelles sanctions majeures contre la Russie. Elle cible les géants énergétiques Rosneft et Lukoil. Et c'est une action coordonnée. Oui, coordonnée avec l'Union européenne, qui a adopté son 19e paquet de sanctions, et aussi le Royaume-Uni. Mais est-ce que ces nouvelles sanctions sont vraiment efficaces? On peut imaginer que la Russie s'y est préparée. C'est tout le débat, effectivement. Certains experts estiment que l'impact immédiat sera limité. La Russie aurait anticipé ces mesures, développé des circuits d'exportation alternatifs. Vers l'Asie notamment? Oui, principalement vers l'Asie, pour son pétrole et son gaz. Donc l'efficacité, elle dépendra de la capacité à faire respecter ces sanctions à l'échelle mondiale et sur le long terme. Et au sein de l'Union européenne, cette question de l'utilisation des actifs russes gelés, ça fait toujours débat? L'Ukraine, elle est sur la table, mais ça se heurte à des obstacles juridiques et politiques. Qui bloque en particulier? La Belgique, notamment, une grande partie de ses actifs se trouve là-bas, via Euroclear. Le Premier ministre belge Bart De Wever a exprimé des réserves. Il craint des conséquences légales, financières. Pendant ce temps, les besoins de l'Ukraine restent énormes. Colossaux, oui. The Economist estime ce besoin à près de 389 milliards de dollars d'ici 2029. C'est considérable. Au-delà du conflit direct et des sanctions, il y a eu d'autres développements militaires, sécuritaires cette semaine. Le rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie, ça se confirme. Alors, la visite fin octobre du ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Choe Son-hui, en Russie et en Biélorussie, oui, s'est interprétée comme un signe de lien renforcé. Et ça alimente les spéculations sur un soutien militaire armé. Exactement. Les spéculations récurrentes sur un possible soutien militaire de Pyongyang à Moscou, surtout en munitions. Même si, précisons-le, aucune preuve formelle n'a été apportée publiquement. La Russie, de son côté, continue de montrer ses capacités stratégiques. Oui, par des tests d'armes très médiatisés. On pense aux missiles de croisière à propulsion nucléaire Burevestnik, que l'OTAN appelle Skyfall, ou aux drones sous-marins à capacité nucléaire Poséidon. Et il y a aussi cette histoire de surveillance dans l'article. Oui, des enquêtes journalistiques ont révélé le déploiement par la Russie d'un système de surveillance sous-marine sophistiqué nommé Harmony. Et le point notable? C'est que ce système intégrerait des composants occidentaux, obtenus via une société écran à Chypre. Ce qui pose des questions sur l'étanchéité des sanctions technologiques, bien sûr. Tout cela intervient dans un contexte de tension accrue aux frontières de l'OTAN. Absolument. Par exemple, en réponse aux exercices militaires finlandais près de la frontière, la région russe voisine de Carélie a vu la formation de milices de volontaires, soutenues par le Kremlin d'ailleurs, pour protéger les infrastructures locales. D'autres incidents? Fin octobre, la Pologne a intercepté un avion de reconnaissance russe au-dessus de la Baltique, et début novembre, il y a eu cet incident assez particulier à la frontière lituano-biélorusse. Ah oui, les ballons de contrebande. Exactement. Des incursions répétées de ballons venant de Biélorussie, transportant apparemment des cigarettes de contrebande. Ça a conduit la Lituanie à fermer temporairement sa frontière. Avec un impact économique? Oui, près de 2000 camions bloqués, donc un impact non négligeable. Mais au-delà de la contrebande, Vilnius y voit une forme de tactique hybride pour déstabiliser la frontière. L'Ukraine, elle, mise de plus en plus sur les drones, on dirait. C'est une tendance très claire. Kiev a annoncé vouloir doubler les effectifs de ses forces de système sans pile, les USF. Et ils analysent aussi les drones russes. Oui, le renseignement militaire ukrainien, le UHUR, a publié une analyse assez intéressante. Ils ont détaillé la chaîne d'approvisionnement des drones d'attaque russes Orient. Ils ont identifié 43 fournisseurs impliqués. Ce qui montre des failles dans les sanctions. C'est ça met en lumière certaines failles dans les régimes de sanctions actuels qui permettent à la Russie d'accéder encore à des composants critiques. Et comment l'OTAN réagit à toute cette situation sécuritaire complexe? L'Alliance adapte sa posture, un plan de défense très détaillé, 44 pages quand même, a été finalisé pour le flanc Est. Il intègre notamment l'utilisation potentielle d'armes autonomes. Et y a-t-il une zone jugée plus à risque? L'amiral Joseph Cavo Dragone, le chef du comité militaire de l'OTAN, a publiquement désigné les États baltes comme des cibles potentielles en cas d'agression russe directe contre l'Alliance. Et concernant le soutien à l'Ukraine, du nouveau du côté de l'OTAN? Oui, une initiative significative a été annoncée, nommée PURL, possiblement pour Provisioning Ukraine Requirements Long Term. Et l'objectif? Mobiliser 60 milliards de dollars d'aide militaire pour l'Ukraine d'ici 2026.
Le schéma envisagé, ce serait les États-Unis fournissent l'équipement et les alliés européens assurent le financement. Dans cette logique, on voit aussi des investissements industriels en Europe. Oui, justement, le groupe allemand Rheinmetall a annoncé un investissement majeur, 500 millions d'euros, pour une usine de poudre à canon en Roumanie. Elle devrait être opérationnelle vers 2028. Abordons maintenant la dimension diplomatique politique. L'événement marquant, ça a sans doute été l'annulation du sommet Trump-Poutine, non? Oui, absolument. Ce sommet était prévu à Budapest début novembre. Il a été annulé par la partie américaine. Pour quelle raison? La raison officielle, c'est l'inflexibilité des exigences russes concernant l'Ukraine. Moscou aurait demandé des cessions territoriales, des réductions militaires ukrainiennes, jugées inacceptables par Washington à ce stade. Ce qui montre que trouver un terrain d'entente diplomatique reste très difficile. Extrêmement difficile, oui. Pendant ce temps, en Europe, les dirigeants continuent d'afficher leur position. Le Premier ministre polonais Donald Tusk s'est montré particulièrement ferme. Oui, Donald Tusk a relayé la détermination ukrainienne. Il a cité le président Zelensky qui se dit prêt à combattre encore 2 ou 3 ans si nécessaire. Tusk a aussi réitéré ses avertissements sur la menace russe et mis en garde contre une certaine, disons, complaisance occidentale. Et qu'en est-il de la Biélorussie, cet allié clé de Moscou? Alors, la leader de l'opposition en exil, Sviatlana Tsikhanouskaya, continue de marteler une distinction importante. Laquelle? Celle entre le peuple biélorusse, qui serait majoritairement opposé à la guerre, selon elle, et le régime de Loukachenko. Elle alerte sur le rôle stratégique croissant de la Biélorussie comme base arrière pour l'armée russe. Et potentiellement pour des armes nucléaires tactiques. Exactement, ce qui en fait une menace directe pour la sécurité européenne, selon elle. Mais au sein même de l'Union européenne, les positions sur la Russie, sur l'Ukraine, elles restent parfois divergentes, n'est-ce pas? C'est le moins qu'on puisse dire. En Allemagne, par exemple, le nouveau parti de Sarah Wagenknecht, qui combine gauche économique et ligne pro-russe, eh bien, il exprime publiquement son scepticisme quant à une attaque russe contre l'OTAN. Et on a vu des tensions entre certains dirigeants. Oui, un échange assez tendu entre Viktor Orban en Hongrie, qui a qualifié Tusk de faucon de guerre, et ce dernier. En République tchèque aussi, le futur Premier ministre probable, André Babiš, tout en confirmant l'ancrage UE-OTAN, prône une approche plus pragmatique, centrée sur les intérêts nationaux. Cette incertitude, notamment sur la politique américaine future, ça pousse l'Europe à anticiper. Il semble bien, oui. Face à ce que certains analystes appellent la stratégie de l'incertitude radicale de l'administration Trump, des informations circulent. Sur un plan B européen? Voilà. L'Union européenne préparerait discrètement un plan B pour assurer un soutien financier et militaire continu à l'Ukraine, au cas où l'aide américaine viendrait à diminuer de façon significative. Dans ce contexte, comment on interprète l'annonce d'une légère réduction des troupes américaines dans certains pays d'Europe de l'Est? Alors, cette annonce d'une réduction prévue, qualifiée de marginale, des effectifs américains en Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Slovaquie à partir de décembre 2025. Ça a suscité des critiques, hein? Oui, quelques critiques au Congrès américain, mais l'OTAN et l'administration américaine ont minimisé la portée de ce retrait. Ça concerne environ 700 soldats en Roumanie. Ils présentent ça comme un ajustement de routine sans impact sur l'engagement global de défense du flanc Est. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives diplomatiques en cours? On peut noter une proposition russe de normalisation des relations avec la Moldavie, mais il y a des conditions. Lesquelles? Moscou conditionne la reprise des vols directs et du commerce agricole au respect par Chisinau d'un traité d'amitié de 2001 et à des progrès sur le dossier de la Transnistrie, la région séparatiste pro-russe. D'accord. Et côté américain? Le président Trump a évoqué, mais sans prendre de décision pour l'instant, la possibilité de fournir à l'avenir des missiles Tomahawk à longue portée à l'Ukraine. Et enfin, des rumeurs sur des dissensions internes en Russie. Oui, des rapports non confirmés font état de possibles dissensions au sein du commandement militaire russe sur la conduite de la guerre, mais ça reste à confirmer. C'est une image très complexe qui se dessine, basée sur des informations de sources très diverses. Comment ces informations sont-elles reçues, par exemple, sur les réseaux sociaux? La diversité des sources est essentielle, c'est sûr. Pour tenter d'avoir une vue d'ensemble, on se base sur des médias ukrainiens comme Kyiv Post, Focus.ua, russes comme The Moscow Times, qui est indépendant, mais aussi RIA Novosti, Izvestia, qui sont affiliés à l'État, et puis des sources internationales. Et le sentiment sur les réseaux? Sans surprise, l'analyse du sentiment sur les réseaux sociaux type X révèle une polarisation extrême. Les contenus pro-ukrainiens génèrent un fort soutien dans les cercles occidentaux, avec les hashtags #Ukraine, #NATO. Et à l'inverse?
À l'inverse, ceux des médias d'État russes sont positivement reçus par les soutiens de Moscou, mais très négativement ailleurs. On voit ça avec les hashtags Russie, #militaire. Il est donc important de garder à l'esprit cette polarisation et le phénomène des chambres d'écho quand on consulte ces plateformes. Notre objectif ici est bien de rapporter cette tendance de manière neutre. Exactement. Cette polarisation, elle reflète les profondes divisions géopolitiques actuelles. C'est très net. Alors pour conclure cette partie analyse, quels sont les développements clés à surveiller dans les semaines à venir? Plusieurs points méritent notre attention. D'abord, le sommet du G20 à Johannesburg, les 21 et 22 novembre. Est-ce que ça offrira une opportunité pour des discussions informelles? Les attentes sont faibles, mais sait-on jamais. Et au niveau européen et de l'OTAN? Les décisions attendues? Y aura-t-il un accord sur l'utilisation des actifs russes? Comment le plan B européen et l'initiative Pearl vont-ils se concrétiser? Ça sera important à suivre. L'arrivée de l'hiver sera aussi, on l'a dit, un facteur déterminant. Indéniablement. Son impact sur les opérations militaires, bien sûr, mais surtout sur la crise énergétique en Ukraine, aggravée par les frappes russes. Ce sera crucial. D'autres points. Oui, il faudra suivre l'évolution de la posture militaire américaine en Europe, la poursuite des opérations sur le terrain, évidemment, et puis toute éventuelle reprise des négociations diplomatiques, comme celles esquissées entre la Russie et la Moldavie, et enfin, l'application et le contournement des sanctions, notamment technologiques, ça reste un enjeu permanent. Pour conclure cette analyse, qui est quand même assez dense, est-ce qu'il y a une réflexion un peu plus large qu'on peut tirer de ces événements récents? Peut-être, oui. Celle de l'équilibre changeant dans la nature même de la guerre. Ces événements illustrent de manière assez frappante comment les facteurs traditionnels, le contrôle territorial, le nombre de soldats restent importants, bien sûr. Mais Mais ils sont de plus en plus contrebalancés, voire parfois supplantés par le rôle de la technologie. Les drones omniprésents, les capacités de surveillance avancées, que ce soit dans l'Arctique ou ailleurs, la cyberguerre, la guerre de l'information. ce conflit agit comme un accélérateur. Exactement, un accélérateur de ces transformations profondes de la conflictualité. C'est assez fascinant à observer, même si c'est dans un contexte tragique. Une observation qui invite effectivement à la réflexion sur l'avenir des conflits. Alors, cette analyse approfondie, rappelons-le, a été nourrie par les capacités de Stylo News. C'est une application d'information, disponible sur mobile et sur le web, qui utilise l'intelligence artificielle. Elle est conçue par des vétérans du renseignement. Oui, si le news fonctionne en collectant et en traitant en temps réel des informations qui viennent de centaines de sources d'actualité, de réseaux sociaux, d'autres canaux aussi, et ce dans de nombreuses langues. Et ensuite, l'IA analyse ces données. C'est ça. L'IA analyse ces données pour en extraire l'essentiel, identifier les tendances clés, et elle peut même répondre à des questions spécifiques en langage naturel. Et point important, elle cite toujours ses sources. L'objectif, c'est donc de fournir des briefings personnalisés, de permettre de surveiller des sujets précis grâce à des listes de veille et de rendre la recherche d'informations plus ciblée, plus efficace. C'est un outil qui peut être puissant pour quiconque souhaite naviguer dans le flux constant d'informations actuelles. Ous propose une offre exécutive qui est plutôt pour les utilisateurs individuels et une offre Stylo Plus plus complète pour les gouvernements et les entreprises, avec des fonctionnalités avancées et des options de personnalisation. Pour découvrir comment l'intelligence artificielle peut aider à rester mieux informé, nous invitons les auditeurs à visiter et à s'abonner à Stylo News sur www.stylonews.com. Je répète, www.stylonews.com. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse. Oui, merci pour votre écoute. Nous espérons que cette discussion vous a apporté un éclairage utile sur l'actualité complexe de ces derniers jours. N'hésitez pas à nous faire savoir s'il y a des sujets que vous aimeriez nous voir aborder dans de futures discussions. Et vous pouvez également suivre Stylo News sur vos plateformes de médias sociaux préférées. À très bientôt. À bientôt!